Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Alors si t'as vu la vidéo sur Harry Potter, tu t'es rendu compte peut-être d'un truc un peu louche. Les sorciers avaient des baguettes plus longues que les sorcières. Sexisme magique? Peut-être. L'idée, ça va être d'aller voir maintenant s'il n'y a pas du sexisme dans d'autres séries. Une où il y a par exemple des morts un petit peu brutales. Squid Game. Et là, nouvelle mission. Est-ce que, dans ce jeu où perdre signifie se faire exploser la cervelle par un sniper masqué, les femmes survivent moins longtemps que les hommes? Pour répondre à cette question, on va utiliser une analyse de survie. Alors c'est quoi cette fameuse analyse de survie? C'est une analyse où il va y avoir deux éléments clés. Le temps jusqu'à l'événement, le temps de survie. C'est le temps écoulé entre l'entrée dans le jeu et l'événement d'intérêt, ici la mort. Le statut de l'événement, est-ce que l'événement d'intérêt est survenu? On a alors soit la possibilité que l'individu soit mort, soit parfois il n'est pas encore mort. Dans ce cas-là, on dit que l'observation est censurée. Ici, certains joueurs ne meurent pas à la fin du jeu, parce que soit ils gagnent le jeu. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Bon, ok, très peu. Ou alors ils quittent volontairement le jeu. Coucou les lâcheurs d'un 2-3 soleil! Ces gens-là, on les considère comme censurés. On ne sait pas ce qu'ils seraient devenus. Peut-être qu'ils sont morts de leur belle mort, ou peut-être qu'ils se sont fait renverser par un bus directement après leur sortie du jeu. On sait pas. Et comme on sait pas, on garde leur parcours jusqu'à leur dernière apparition. L'intérêt, c'est qu'on ne regarde pas juste combien de gens meurent, mais quand est-ce qu'ils meurent. Et dans un univers comme Squid Game, le timing fait toute la différence. Mourir au premier jeu ou survivre jusqu'au jeu des billes, c'est pas pareil. Pour répondre à la problématique, j'ai constitué un jeu de données. Alors je suis allée sur un site de fans et j'y ai passé un temps certain. Et j'ai récupéré pour chaque joueur deux variables explicatives que sont leur numéro de dossard et leur genre. J'ai aussi récupéré deux variables d'intérêt pour la survie, à savoir s'il meurt, c'est-à-dire censuré, mort. Dans ce cas-là, on met la valeur 0, c'est qu'il a quitté le jeu, ou mort, avec la valeur de 1. J'ai aussi récupéré le moment du jeu où il meurt. Donc par exemple, le joueur numéro 2 est mort au 4e jeu. Il y en a un qui survit, par exemple le joueur 333, et qui a quitté le jeu après 1, 2, 3 soleils, donc entre le premier et le second jeu, donc j'ai mis la valeur de 1,5. Mais en analyse de survie, on ne travaille pas que sur une variable mort-vivant, on travaille sur ce qu'on appelle un objet de survie. L'objet de survie, c'est un petit peu un combo entre le temps passé dans le jeu et le statut du joueur. Quand l'individu est mort, on a juste le moment de sa mort, mais par contre quand il a quitté le jeu, on a le moment de sa sortie du jeu avec un plus. Le plus dans le tableau, c'est un peu le signe de la censure. C'est un espèce de to be continued, un espèce de on sait pas ce qui devient après, mais on sait qu'il était vivant jusqu'à ce moment-là. Sur R, il suffit d'installer le package survival, puis on crée l'objet de survie avec la fonction serve. Ça va être l'objet de survie qu'on va balancer dans nos modèles et ça permet de faire des analyses fines. Genre c'est pas juste il est mort dans le jeu numéro 4, c'est en fait il a survécu pendant 3 jeux avant de mourir au tir à la corde. Maintenant que j'ai mon objet de survie, je vais pouvoir tracer la courbe de Kaplan-Meier. C'est la courbe qui traduit au cours du temps combien de joueurs sont encore dans la course et qui décrit quelque part les probabilités de survie. Au début tout le monde est vivant, donc on commence à 1, soit 100%, et dès qu'un ou plusieurs joueurs sont éliminés, la courbe descend d'un cran. Et ainsi de suite au cours du temps. Le petit trait vertical, c'est quand on a des censures. Donc ce sont les disparus non morts. Donc ça, c'est ceux qu'on ne revoit plus, mais qui ne sont pas enterrés non plus. Chaque marche, c'est un ou plusieurs joueurs. Et plus la marche est haute, plus ça veut dire que ça a été le carnage. Après 1, 2, 3 soleils, la courbe plonge. Donc là, il y a eu beaucoup de morts dans ce jeu. Et après, chaque marche dans Squid Game correspond à un jeu. Donc on a les Dalgona qui ont fait aussi un bon petit carnage. La nuit du Special Game, le tir à la corde, le jeu de billes, le pont de verre et enfin le jeu du Squid Game. Bon ok, c'était la courbe schématique, voici la vraie venue des données. Le vrai twist, c'est qu'on peut tracer une courbe par modalité de variables qualitatives. Donc par exemple, une courbe pour les hommes, une courbe pour les femmes, et c'est ça qui va permettre de comparer leur probabilité de survie. Sur R, il suffit d'utiliser la fonction surfist qui permet d'étudier l'objet de survie en fonction du genre et de faire ensuite le graphe. Bon ok, comme c'est un petit peu moche, on a fait une adaptation avec ggplot2. La courbe verte n'est pas systématiquement en dessous de la rose. Les femmes ne semblent pas mourir plus vite que les hommes dans Squid Game. Et comme on n'aime pas juger à l'œil nu, j'utilise un vrai test, le test du log rank.
Ce test vérifie si la différence entre les deux courbes est statistiquement significative. Ou dit autrement, est-ce que la différence entre les deux courbes est suffisamment grande pour ne pas être le fruit du hasard? Pas besoin d'hypothèse tordue, le log-rank évalue à chaque instant du jeu si un groupe a tendance à survivre plus que l'autre. Et comme tout bon test statistique, on a deux hypothèses. H0, les courbes sont identiques, donc pas de différence entre hommes et femmes, tout le monde meurt pareil. H1, les courbes sont différentes, il y a un groupe qui survit mieux que l'autre, et là, ça mérite investigation. Sur R, il suffit d'utiliser la fonction survdiff, dont voici la sortie. La p-value est supérieure à 0,05, donc non significative. Il ne semble donc pas y avoir de différence entre hommes et femmes. Pas de preuve de sexisme. Statistiquement, hommes et femmes semblent égaux face à la balle dans la tête. Mais attention, le test du log-rank repose sur des conditions d'application qu'il est important d'avoir en tête. Merci de nous en informer maintenant. D'abord, il suppose que les observations censurées, c'est-à-dire les individus qui quittent l'étude sans avoir connu l'événement, la mort, le sont de manière aléatoire et surtout indépendamment de leur risque de mourir. Par exemple, dans une étude médicale, si une personne quitte l'étude parce qu'elle déménage, cela ne pose pas de problème. En revanche, si une personne sent qu'elle va mourir et décide donc de partir avant, là on a un potentiel biais. La censure est liée au risque de l'événement. Et dans Squid Game, il faut bien admettre que le premier jeu, le 1, 2, 3 soleil, en a découragé plus d'un. Donc c'est un petit peu difficile de faire cette hypothèse que les joueurs ont quitté le jeu indépendamment du risque de mort. C'est pas juste ce qui est arrivé! Mais bon, on va faire avec. Deuxième hypothèse, le test du log-rank suppose que le risque relatif entre les groupes reste constant au cours du temps. Dit autrement, si être une femme diminue ou augmente les risques de mourir par rapport aux hommes, alors ça doit être vrai du début jusqu'à la fin. Et dit autrement, si les courbes ne se croisent pas, on est bon. Si les courbes se croisent, on n'est pas bon. Or, dans notre cas, les courbes de survie se croisent. Cela pourrait laisser penser que le risque associé au genre varie au cours du temps, ce qui violerait cette hypothèse. Mais il faut tempérer cette impression. Si on regarde bien, les intervalles de confiance des deux courbes sont larges et se chevauchent en permanence. Ce croisement apparent est donc très probablement dû à de l'incertitude statistique et non à une réelle inversion du risque entre les groupes. Autrement dit, visuellement, ça peut sembler inquiétant, mais sur le plan statistique, c'est tout à fait tolérable. Dit autrement, on avait le droit d'utiliser le test du log-rank. Le problème du log-rank, c'est que c'est un peu limité, dans le sens où tu ne peux utiliser qu'une seule variable à la fois, elle doit être qualitative. Donc si jamais tu veux un modèle qui prend en compte plusieurs variables, dont des quantitatives, on va aller sur quelque chose d'un peu plus puissant, la régression de Cox. C'est un modèle qui permet d'estimer ce qu'on appelle le hazard ratio, c'est-à-dire le risque instantané d'être éliminé en tenant compte de plusieurs variables. Si le hazard ratio est égal à 1, ça veut dire que le risque est le même dans les deux groupes. Par exemple, hommes et femmes ont la même probabilité d'être éliminés à chaque instant. Si le hazard ratio est supérieur ou inférieur à 1, le risque est plus élevé dans un des groupes étudiés. Cela permet de comparer les chances de mourir à un instant T en fonction de différentes variables. Ceci étant dit, comment on en arrive à des conclusions un petit peu plus fines? Le hazard ratio se base sur le hazard, ici la fonction ht, qui correspond au taux de risque instantané, c'est-à-dire la probabilité pour un joueur d'être éliminé à l'instant T, sachant qu'il a survécu jusque-là. Quand on compare deux modalités d'une variable qualitative, comme ici le genre, on calcule finalement le rapport entre les deux risques. Le risque des femmes par rapport au risque des hommes. Si le hazard ratio est de 1,5, cela signifie que le taux de risque instantané est 1,5 fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Et donc dit autrement, le risque de mourir à un instant T est 1,5 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Après, si vous voulez en pourcentage, il suffit d'adapter le calcul suivant. On prend le hazard ratio, on retire la valeur de 1, on multiplie par 100, ce qui permet d'arriver à la conclusion que les femmes ont 50% de risque de plus d'être éliminées à chaque instant du jeu par rapport aux hommes. On espère que c'est pas vrai. Et cette logique fonctionne aussi avec une variable quantitative. Et comment tu feras ça? Comme variable quantitative, on peut par exemple prendre le numéro du dossard du survêtement. L'HR va donc quantifier l'effet par unité de dossard, ou dit autrement, étudiera la survie entre deux numéros de dossard consécutifs, comme par exemple entre le 102 et le 101. Si HR vaut 1,02, chaque augmentation d'une unité de dossard est associée à un risque de mort instantanée 1,02 fois plus élevé. Cela signifie qu'à chaque numéro supplémentaire, le risque d'être éliminé augmente de 2%. Et le risque est cumulatif, parce que ayant la relation entre le dossard 102 et le 101, on a aussi la relation
entre le 103 et le 102. Et comme on a la relation entre le 102 et le 101, finalement on obtient la relation entre le 103 et le 101. Et donc de même à 10 numéros d'écart. Ça peut toujours servir. Mais par contre attention, pour que nos calculs fonctionnent, il faut que les risques proportionnels soient constants au cours du temps. On verra juste après comment on vérifie les conditions d'application. Mais d'abord, voyons les résultats. Sur R, on utilise la fonction cox-ph qui nous fait l'analyse de l'objet de survie en fonction du numéro, du dossard et du genre. Ce qui donne cette sortie. La p-value supérieure à 0,05 pour le numéro indique une absence d'effet significatif du numéro. De même pour le genre. Ça arrive, parfois on n'a pas de résultat significatif. À noter que pour obtenir les coefficients HR, il aurait fallu juste prendre l'exponentielle. Et maintenant, voyons quand même la vérification des conditions d'application de la régression de Cox. Même hypothèse que pour le log-rank, sauf qu'à la suite d'une régression de Cox, on peut faire un test pour vérifier cette hypothèse. Plus précisément, on va utiliser le test de Gramsch et Ternaux pour vérifier si les effets des covariables restent constants dans le temps. Sur R, il suffit d'utiliser la fonction cox.zph sur le résultat du modèle de Cox. La p-value non significative associée au numéro de dossard ne montre pas de preuve que l'effet du numéro change au cours du temps. Et pareil pour le genre. L'hypothèse des risques proportionnels est donc vérifiée pour ce modèle, et donc l'absence d'effet de genre et de numéro semble se tenir. Donc voilà, après analyse, pas de sexisme flagrant dans Squid Game, en tout cas du point de vue de la survie. On est soulagé, bravo Netflix! Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!